Dans cette vidéo, je vais te dire tout ce que j'aurais aimé savoir avant mes 27 ans, des choses qui m'auraient fait gagner énormément de temps, des choses qui m'auraient rendu plus heureux et puis surtout des choses qu'on ne peut pas deviner avant, qu'on est obligé de vivre jusqu'à 27 ans pour se dire mince, j'ai vécu dans l'erreur avant. Bon, c'est parti. Sans plus attendre, on passe à la première. Ce que j'aurais bien aimé savoir plus tôt, c'est que pour perdre du poids, perdre de la graisse, il n'y a qu'une seule méthode. Il n'y a qu'un truc qui marche. Oubliez tous vos régimes bizarres. Oubliez tous vos remèdes de grand-mère, style boire du vinaigre de cidre avant les repas et tout. Alors, je vais expliquer après, ce genre de remède de grand-mère, ça peut marcher, mais indirectement. Pour que ça marche, il faut d'abord connaître la première règle, qui est la seule et unique manière de perdre du poids, c'est d'être en déficit calorique. Il suffit de manger moins de calories que ce que tu dépenses par jour. Alors, toutes ces techniques-là, style pilule pleine de fibres qui coupe la faim et tout, oui, ça peut marcher parce que justement, tu auras moins faim. Et vu que tu auras moins faim, tu espères ingérer moins de calories que ce que tu dépenses. Et pourquoi pas compter ses calories, hein. C'est pas un truc de mec chelou qui a des troubles alimentaires. Ça peut paraître bateau et basique maintenant que je sais cette technique depuis des mois et des mois. Mais en fait, voilà, c'est la seule manière de perdre du poids. Il n'y a pas de sports qui vont te faire perdre du poids. Ça peut même être contre-productif certains sports parce que, par exemple, notamment les sports d'endurance comme la course à pied, ça va énormément te donner faim. Donc sans t'en rendre compte, tu vas peut-être manger plus gras. Ton corps va te demander des aliments un petit peu plus caloriques sans que tu t'en rendes compte. Donc du coup, tu vas pas perdre de poids juste parce que tu as démarré un sport. Ça, faut le savoir aussi. Alors oui, le sport, ça va t'aider à cramer plus d'énergie et cramer plus de calories, mais encore faut-il pas les manger, vu que le sport peut te donner faim. Voilà. Par exemple, la musculation comparée au footing, qui sont les deux sports que je pratique le plus, ça te donne pas faim du tout, donc c'est plus productif pour perdre du poids, par exemple. Même si tu crames moins de calories pendant la musculation que pendant un footing. Ouais. Si par exemple tu manges moins de sucre, juste manger moins de sucre, ça peut ne pas marcher du tout parce que ton corps va vouloir compenser sur autre chose. Donc bref, seule manière, c'est celle-là. Au moins maintenant tu la sais. T'en fais ce que t'en veux, tu comptes tes calories ou pas de souci. Bref, deuxième règle, la deuxième chose que j'aurais aimé savoir bien avant, c'est faire uniquement du sport dans... Ouais, non, mais après on arrête, t'inquiète pas pour tout ce qui est nutrition et tout, il y aura d'autres conseils de vie que j'ai acquéris pendant mes 27 longues années de vie. D'ailleurs, zéro complexe sur notre âge, 27 ans c'est assez jeune et puis surtout... on dirait le mec qui essaye de se convaincre. Mais en fait, même à 27 ans, la majorité de ta vie, tu l'as passé enfant, tu l'as passé à pas prendre pleinement tes décisions, quoi. Parce que jusqu'à 15-16 ans, en fait, la majorité de tes décisions, c'est un peu celle de tes parents. À 27 ans, tu as vécu réellement que 10-11 ans en pleine, entre guillemets, conscience et surtout en pleine possession de tes propres choix. Et ça, c'est pas la moitié de ta vie, 11 ans. Donc ça va. Donc en gros, j'ai 11 ans, donc ça va, je suis méga jeune, tranquille, je suis pas un vieux. Faut que j'arrête ça. On dirait vraiment que j'essaye de me convaincre, c'est une dinguerie. La chose que j'aurais bien aimé savoir, c'est que faire du sport d'endurance, c'est un peu contre-productif pour perdre du poids parce que oui, si tu fais juste de l'endurance, admettons, du footing, c'est ce que la plupart des gens font, moi le premier et j'adore ça, même si tu commences à taper des bons gros records, des bonnes distances, tu vois, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fatigues ton corps et puis surtout, tu vas pas forcément avoir un physique athlétique. En fait, pour comprendre un peu quel sport va donner quel corps, parce que oui, les sports donnent grave des corps différents, il suffit de regarder les physiques des gens qui pratiquent ce sport à haut niveau. Par exemple, un corps de bodybuilder, voilà, le gars il est musclé. Par contre, un corps de marathonien, le mec est hyper fin. Et si tu fais beaucoup de courses à pied, c'est vers ça que ton corps va tendre. Il va pas du tout tendre vers quelque chose que tu pourrais imaginer de musclé en haut du corps. Mais dans tous les cas, il faut quand même faire du cardio. Même ceux qui font que de la musculation, c'est conseillé de faire du cardio. Je dis pas d'arrêter de faire complètement de la course à pied. Mais faire que ça et espérer avoir un corps de ouf, c'est pas possible, quoi. C'est pas vrai, ça va pas ensemble. Voilà, je voulais juste donner deux petites notions en entrée de vidéo parce que moi avant j'en avais très peu conscience, tu vois, je faisais mon footing et j'avais pas trop capté ça. Bon allez, la suivante c'est encore une dernière sur la nutrition, le corps et tout parce que je vous jure que bien manger, ça permet d'être bien plus en forme que tout parce qu'on dit que ouais, quand on arrive vers la trentaine et tout, on sent qu'on est moins en forme qu'avant. Pour moi, c'est pas du tout vrai, notamment parce que je fais beaucoup plus gaffe à mon alimentation maintenant. Et surtout, je dois vous dire, la règle suivante, la chose que j'aurais aimé savoir bien avant mes 27 ans, c'est que compter ses calories, c'est pas un truc de débile, c'est pas un truc de malade de la bouffe, c'est pas un truc de personne qui a des troubles alimentaires, c'est vraiment la chose qui va le plus changer ton corps. Parce que si je devais donner un pourcentage comme ça, attention, c'est pas scientifique, c'est juste de mon ressenti et de ce que j'ai lu un peu sur internet. L'alimentation, c'est 80% de la forme que tu vas ressentir, du physique que tu vas avoir.
Et le sport, c'est les 20% supplémentaires qui vont te permettre justement, enfin ils sont essentiels ces 20%. Voilà, penser l'inverse, bah, ça serait dommage. Moi j'en suis convaincu, donc c'est ma conclusion, c'est ce que je te dis en vidéo. C'est pour ça que je mets 2 cams qui tournent pour le dire, parce que j'en suis convaincu. Ensuite, celle-là elle est simple, c'est un peu un glitch. Ensuite, la chose suivante que tu devrais savoir avant 27 ans, c'est un glitch de ouf parce qu'il suffit d'en lire qu'un, c'est lire un livre en anglais. Il y a réellement un avant et un après entre la fois où j'avais pas lu un livre en anglais et maintenant où je l'ai fait. Je voyais même des différences déjà à partir du premier tiers du livre. Parce qu'en fait, même si comme moi, tu as beau regarder des vidéos en anglais, vite fait des films en anglais, des trucs comme ça, ou être allé en voyage linguistique, je te jure qu'en voyage linguistique, il y a toujours moyen de moyenner, de se démerder avec juste quelques petits mots en anglais, pas tant que ça. Par contre, lire le livre en anglais, c'est toi et le livre. Tu as vraiment le temps de le lire, il faut prendre le temps. Au début, moi, je cherchais beaucoup de mots et tout. Puis après, je sais pas, c'est comme si tu avais une technique pour deviner les mots que tu connais pas. Mais voilà, il y a vraiment un avant et un après. Ça améliore ton niveau en anglais, mais même quand tu vas écouter des choses en anglais, ça améliore du tout au tout ton anglais. L'avantage, c'est qu'une fois que tu en as lu un, tu as envie d'en lire 2, 3, 4, 5. Et là, vraiment, bah, c'est tout bénef en fait. Ah oui, je vous ai pas dit d'ailleurs, durant cette vidéo, en plus des 27 leçons que j'aurais bien aimé avoir avant 27 ans, je vais en mettre 2. 2 qui vont popper comme ça n'importe où, juste pour que tu regardes la vidéo en entier. Et ces 2, je te jure, elles font vraiment réfléchir. Elles sont vraiment très spéciales. Et franchement, c'est vraiment des plus. Elles sont peut-être au-dessus des 27 d'ailleurs, je trouve. Mais bon, difficile de les classer. Dans cette vidéo, il n'y a pas trop d'ordre. Elles sont pas classées, mis à part ces 2 bonus qui peuvent intervenir n'importe quand. Donc bref, dans le fond, on est tous égoïstes. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu as l'impression qu'il t'écoute, mais en fait, il pense à lui. Il pense à ce qu'il va dire, il pense à ce qu'il va répondre. Oui, ça fait beaucoup de mal de le savoir. Je me suis dit, putain, toutes les relations sont fausses en fait. Genre, il n'y a aucune relation qui est honnête et basée sur juste être honnête envers les autres. Parce qu'en fait, les autres vont être honnêtes avec toi, vont être sincères avec toi dans l'espoir de acquérir soit ta sincérité, soit des choses de toi. Voilà, ça c'est la nature humaine. C'est un biais de survie. Il fut une époque, on n'était même pas sûr d'avoir assez de nourriture pour finir le mois, la semaine, la journée. Donc on a un peu gardé ça dans nos gènes. Mais au final, en le sachant, il faut vraiment se dire que ça permet de mieux appréhender les relations humaines, de mieux les comprendre et du coup, finalement, de savoir ça, même si c'est très triste, on vit mieux puisqu'on comprend mieux les autres et puis du coup ça nous donne envie nous-mêmes de se dépasser pour surmonter ça et être vraiment honnête avec les autres, vraiment avoir envie de les écouter sincèrement, s'intéresser à eux sincèrement puisqu'on n'est pas en survie et justement on peut se permettre de prendre le temps d'écouter les gens et d'être sincère avec eux, mais il faut le savoir. Donc les gens de prime abord voilà, vont être très égoïstes à tout moment. Même les petits moments où tu as l'impression que c'est juste fun et tout. Ouais, la personne a du fun en face, mais elle a du fun pour elle. Hein. C'est pas parce que toi, machin, enfin bref. Voilà, on est tous égoïstes. Ce que j'aurais aimé savoir avant mes 27 ans, c'est... Putain, c'est quoi au fait? C'est de ne pas être matérialiste. Essayer d'avoir des choses, d'acheter plein d'objets. Moi, ça m'a mis longtemps avant de dépasser cette envie. Déjà, ça impressionne personne puisque les gens sont égoïstes de base. Ils pensent qu'à eux, donc au mieux, ils sont jaloux, au pire, ils s'en foutent. Voilà, ils s'en foutent complètement. Après, c'est cool et ça fait plaisir d'avoir envie d'avoir des beaux objets. Voilà, ça fait un peu une raison de vivre et puis surtout, pour soi-même, c'est cool et je trouve ça sain de vouloir travailler, de vouloir se dépasser dans le seul et unique but d'acquérir des beaux objets, je sais pas, une belle maison, une belle voiture, des bijoux, des fringues, je sais pas quoi. En vrai, je trouve ça sain de les vouloir, ces objets, mais par contre, en fait, c'est vrai que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que tu vas juste dépenser de l'argent que tu pourras pas investir pour plus tard. Voilà, là, quand tu as 27 ans, quand tu arrives vers 27 ans, tu te dis merde, en fait, j'ai acheté plein d'objets, j'ai acheté plein de trucs que j'ai revendus aujourd'hui ou qui me servent à rien ou que l'argent, hop, disparu et j'ai pas investi, tu vois. Et là, j'ai pas investi, c'est chiant. C'est chiant parce que maintenant, j'aurais envie d'investir et tout. Et vu que j'ai pas déjà fait des investissements dans le passé, bah, j'ai pas l'expérience, tu vois. Vraiment, être matérialiste, ça sert à rien. Ça impressionne personne. Puis même, au final, tu kiffes avoir des beaux objets et tout. Mais j'ai remarqué les gens qui ont que des beaux objets, qui achètent tout le temps les trucs à peu près qualitatifs, qui achètent jamais les trucs bas de gamme ou qui achètent toujours plein d'objets de ouf. Bah, j'ai remarqué que, en fait, ils sont entourés d'objets stylés et tout. Mais ils ne se rendent même pas compte que c'est cool. Par exemple, moi, là, depuis quelques mois, voire quelques petites années, j'essaye de rien acheter ou quand j'achète des trucs, vraiment, j'achète, suivant ce que j'ai à en faire, j'achète pas le top qualité. Et du coup, quand j'en ai un, parce que j'ai besoin de l'avoir,
que ça répond à un réel besoin, je suis content d'avoir un objet de qualité alors que de base, j'aurais même pas fait attention aux qualités de cet objet, j'aurais même pas pris du plaisir à avoir ces objets-là parce que j'en aurais été entouré puisque dans tous les cas, j'aurais acheté tous ces objets-là. Donc, la rareté crée aussi le bonheur. C'est-à-dire, moins tu en as, plus les fois où tu en as, tu vas être heureux de les avoir, tu vois. Et au final, donc tu auras un niveau de bonheur égal, tu kifferas autant ton quotidien parce que tu as tes objets que tu kiffes, mais vu que tu en auras moins acheté, moins souvent, tu auras plus d'argent à la fin, tu vois. Et ça, c'est cool de garder plus d'argent pour investir dans des trucs qui vont te rapporter plus tard. Voilà, ça c'est cool, hein. Ça c'est cool. On reparlera peut-être d'investissement plus tard dans la vidéo. Ah ouais, les gars, il y en a une qui est cool de ouf. Là, la suivante. Alors, la chose que j'aurais bien aimé savoir avant mes 27 ans, mais avant, c'était pas vraiment possible parce que je le fais grâce à un outil qui avant était possible, ça s'appelait Google, mais c'était chiant et laborieux, il y avait un peu de tout et rien. Maintenant, il y a un outil qui est ChatGPT. Alors oui, il se trompe, mais il se trompe tellement moins que la moyenne qu'en grande majorité des cas, si tu fais ça souvent, c'est trop utile, c'est vérifier les infos qu'on te donne. Vérifier les infos que tu as vues au JT pendant 10 secondes parce qu'ils ont résumé à l'extrême le sujet et surtout vérifier ce que disent tes potes. Moi, pour ma transformation physique, je me suis mis à tout vérifier et ça a payé de ouf. J'ai vu des diffs et puis surtout, je me suis dit, attends, je me suis rappelé que mon pote m'a dit ça, j'ai vérifié, il m'a dit une belle connerie. Tu peux le faire sur ChatGPT, ça marche, ça suffit, pas besoin de l'abonnement payant. Avec l'abonnement gratuit, on peut encore le faire et il marche très très bien. Surtout vraiment depuis le 3.5 ou le 4O, donc depuis 1 an et demi. Ça marche vraiment très fort. J'ai une anecdote sur ça. En soirée, je me posais la question des fois parce que je sais pas pourquoi, mais c'est pas cool du tout, mais des fois je peux me laisser penser que c'est cool, c'est la cigarette. Donc du coup, j'avais entendu un pote comme ça dire à un autre pote que la cigarette, ça faisait rien pour la muscu et tout, ça entachait pas du tout ta prise de muscle. Ça entachait pas non plus ta forme, tes entraînements, ton physique. C'était juste, voilà, des risques de cancer, mauvais pour tout ce qui est sport de cardio et tout, ça je le savais. Mais pour la muscu et tout, j'avais juste entendu ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, putain, je me suis laissé prendre à imaginer que je pourrais fumer 2-3 clopes en soirée par-ci par-là. Mais est arrivé un temps où j'ai vérifié, comme à ma nouvelle habitude. Et en fait, c'est pas vrai, c'est hyper de la merde. En vrai, ça a un effet destructeur du muscle, la cigarette, mais même à hauteur de 15 par semaine. J'ai vraiment vérifié avec 15-10 par semaine. C'est déjà beaucoup trop. Même 2-3 ont un effet, c'est une dinguerie. Et en vrai, 15, ça peut aller vite. Tu vois, si tu te prends au jeu de fumer une clope ou deux en soirée, au bout d'un mois, voire même un an, crois-moi, les 15 clopes y passent peut-être en une soirée. Si c'est pas en une soirée, c'est en 2 soirées. Et c'est large possible de faire 2-3 soirées dans la semaine. Donc ça peut aller vite. Et oui, il faut toujours vérifier. Je suis bien content de ne pas avoir fumé, du coup, de ne pas être là-dedans. Je suis très content de ne pas être là-dedans, tu vois. Mais encore une fois, si toi, tu es là-dedans, zéro jugement. Je comprends. Mais et la 8e chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que ChatGPT, en fait, il a raison. Je l'ai dit juste avant. Et là, je suis content de pouvoir en parler un peu plus dans un point particulier. Donc, surtout depuis les nouvelles versions, ChatGPT, vu qu'il a beaucoup plus raison que tort, dans sa grande majorité, si tu le suis aveuglément, je te prie de ne pas le suivre aveuglément, ça sert à rien. Il faut quand même comprendre. Et puis surtout, il faut tout lire ce qu'il te dit ChatGPT parce que moi, ça m'arrivait un moment où je me disais putain, il a vachement tort et tout. Et en fait, c'est juste que je lisais pas tout. Et il faut savoir lire entre lignes. C'est-à-dire que des fois, il va vouloir être sympa avec toi, te donner raison. Et en fait, si tu lis bien tout, il va apporter la nuance nécessaire pour bien comprendre ce qu'il va te dire. Et en fait, ça va faire de toi quelqu'un de bien meilleur et ça va te faire avancer plus vite. Donc oui, on peut faire confiance à ce type d'outil, même si ça fait peur. Je suis d'accord que c'est effrayant. Cette chose que j'aurais aimé savoir bien avant, c'est que ce qui compte, c'est de tenir ses projets sur la durée. Peu importe si tu as fait un faux départ parce que tu as testé ton projet, que tu as été démotivé, qu'au final tu as envie de le reprendre. Pas de honte, c'est trop bien. Il faut le reprendre, le re-reprendre parce qu'en fait, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui a des prédispositions, un génie, et toi, par exemple, quand je dis toi, c'est moi aussi. Moi, j'ai vraiment aucune disposition naturelle à rien dans la vie, j'ai vraiment aucune chance dans rien. Mais vu que j'arrive à tenir des projets sur la distance, j'arrive à persévérer et c'est comme ça qu'en fait on devient 10 000 fois meilleur parce que vraiment il y a plein de théories là-dessus sur internet, tu pourras lire les effets composés, tout ça. Tu peux même demander à ChatGPT de t'en dire plus là-dessus. Quand tu tiens un projet sur la durée, tu auras vraiment l'impression que tu bâtis des choses sur un projet, que tu avances, mais qu'en réalité le projet ne décolle pas. Oui, c'est normal. Les projets en général, d'abord ça stagne très longtemps, malgré le fait que tu aies fait des choses pour que ça stagne pas, malgré le fait qu'il y ait eu des indices qui pourraient montrer que ça ne devrait plus stagner. Oui, ça continue encore à stagner, mais c'est pas grave, continue. Au bout d'un moment, ça va payer parce que dis-toi que tout ce que tu as appris là jusqu'ici, toute l'expérience que tu as acquise,
C'est pas possible qu'elles servent à rien. Toutes ces choses là que tu as mis en place, tous ces process, tout ce temps de cerveau que tu as alloué, consciemment ou inconsciemment, ça va forcément finir par te rendre beaucoup plus précis et bien meilleur dans le projet. Donc oui, il faut le tenir sur la durée pour être bon. La 10e règle, c'est ne bois pas. Je te jure, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Tu te sens plus en forme. Il y a vraiment un effet secondaire, je vais le dire juste après, qui est encore plus cool, qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Personne ne le fait pour ça et je peux comprendre. Et en vrai, ça pourrait être une raison première. Mais avant, je dois te dire que je me sens tellement plus en forme que si tu fais du sport et tout, tu verras que tu progresses beaucoup mieux. Parce qu'en vrai, pour vraiment que ton corps se modifie et tout, ce qui est bien, c'est de travailler 2 fois par semaine tes muscles. Et tu vas dire, bah ça tombe bien, je fais 2 séances par semaine, voire 3. Mais en fait, si tu bois, en gros, globalement, vu que ça va te niquer sur 24 heures, et que la récupération d'un muscle se fait aussi sur 24 heures, il va y avoir un chevauchement qui fait que déjà ça va te baiser. Ça va baiser ta forme. Le lendemain, ta productivité, ton envie, ta dopamine sera au plus bas. Tu auras la flemme. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai arrêté, parce que j'ai écouté Yumi Denzel qui disait que quand tu bois, en fait, ça te détraque au niveau de certaines hormones de ton cerveau, notamment la dopamine, mais il n'y a pas que ça. En gros, l'alcool va décharger ta dopamine d'un coup dans la soirée pendant que tu le bois, l'alcool, et c'est pour ça que tu vas kiffer. Mais après, tout ce système-là va plus être capable de t'en redonner quand tu vas par exemple faire ton travail. Et quand tu es en train de faire ton taf, tu as besoin d'un peu de dopamine pour avoir la motivation de continuer. Mais vu qu'elle a été déchargée, le temps qu'elle se relance dans ton cerveau, bah, ça va te prendre 2, 3, 4, 5, 6 jours. Donc si tu bois ne serait-ce qu'une fois par semaine, tu vois, en fait, tu es constamment dans le manque de dopamine au quotidien, la dopamine de travail, si je puis dire comme ça. Et au final, moi, j'ai vraiment vu d'arrêter de boire. Genre, je bois plus du tout. C'est un peu chiant, hein. Ça me force à boire une quantité de Perrier énorme puisque je sors autant avec mes potes. Des fois, c'est un peu bizarre, mais il faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps. En vrai, ça fait pas de mal. Et moi, je le fais 3-4 fois par an, pas plus. Ouais, ça paraît très peu, mais au moins, t'en profites. Quoique, en vrai, pas sûr parce que tu sais plus gérer. Si tu as envie d'y aller trop fort et tout, après, tu bois trop et tu kiffes pas. Tout est dans la durée. Voilà, il faut tenir sur la durée. Au final, tu vas réussir à kiffer les rares fois où tu en bois ou ne pas boire. Et le dernier effet secondaire de ne pas boire d'alcool, qui est un effet cool, c'est que ça coûte tellement moins cher. Genre, tu économises tellement d'argent. En plus du fait que l'alcool, c'est très calorique, donc ça fait prendre du poids. Vraiment, c'est une dinguerie à quel point tu économises de l'argent, quoi. Parce que tu vas au bar. Bon, c'est juste un peu chiant pour payer les tournées et tout. Ça fait chier de payer tes tournées à tes potes qui, eux, boivent de l'alcool et pas toi. Genre, toi, tu as un Perrier à 4 balles et eux, ils ont des verres à 9 balles. Ça fait bizarre. Bon. À toi de te débrouiller avec ça. Moi, j'ai pas craqué ce sujet-là encore. Peut-être pour une prochaine vidéo, je dirai comment je fais pour sortir malgré mon mode de vie sain et tout, les strates. Ça peut être pas mal. Dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo comme ça. Mais en gros, par exemple, voilà, prends un Perrier à 3,50, 4 €. Au bar, ça évite de prendre un verre à 6, 7, 8, 9, 10, 12. Et puis surtout, vu que tu bois pas d'alcool dans la soirée plutôt que faire comme tous tes potes à prendre 3, 4, 5, 6 verres, tu prends 1, 2, 3 Perrier. C'est admis que vu que tu bois du Perrier et que tu bois pas d'alcool, tu vas pas recommander à chaque fois que tes potes commandent, surtout s'ils enchaînent rapidement les commandes. T'es pas obligé d'en prendre tout le temps, personne t'en voudra, ce sera pas bizarre socialement de pas commander à chaque fois, tu passeras pas pour un radin et du coup tu vas t'en sortir pour 7,50 € ta soirée, là où tes potes n'ont même pas eu un verre pour ce prix-là et on fait 8 € leur verre fois 5, 6 dans la soirée, tu vois. Même au resto, tu vois, c'est un glitch. Ah, ça change ta note, hein. Si tu prends un verre d'alcool ou une eau gazeuse, ouais, j'aime au resto, je pourrais juste prendre de l'eau parce qu'en vrai, l'eau gazeuse, je m'en fous. Mais pour quand même faire, vas-y, quand tu vas au resto que tu prends pas de boisson, ça fait un peu ras des fois. Enfin, faut soutenir aussi les restaurateurs. C'est un produit qui, eux, leur permet vraiment de faire une bonne marge et qui permet de. On dit souvent que les restaurateurs font réellement leurs bénéfices sur les boissons parce qu'en fait, juste un petit plat à 15 €, ça leur suffit pas forcément pour vivre. Ce qui est gavé cool, c'est que t'imagines, t'es au resto, moi c'est ce que j'aimais bien faire, je prends un petit cocktail à 10 balles en moyenne, je sais pas où tu es, tu vois. Entre juste ton plat à 15 balles plus ta petite eau gazeuse à 4 balles, tu vas être à 19 € au lieu de 30 €, tu vois, avec un cocktail à 11 € ou une petite bière et un petit truc en plus, tu vois. T'imagines, tu payes que 19 € ton resto au lieu de 30, ça permet tellement d'en faire plus. Ou de grave économiser, t'as vu la diff, elle est folle. Bref, suivant, putain, je voulais faire court sur l'alcool pour pas être moralisateur, mais en fait j'ai fait trop long, je suis dégoûté. Bon, la 11e, je vais aller hyper vite, c'est ne fume pas. T'as compris pourquoi? Voilà, tu fumes pas, c'est carré, vrai, ça sert à rien, c'est pas cool. En plus, ça fait perdre de l'argent, ouais, c'est vrai. La 12e règle, c'est, on reste dans l'acabli des addictions, c'est drogue-toi très peu. Vraiment. Pourquoi je dis très peu? Parce qu'on n'en sait rien, ça se trouve je suis à... J'oublie le nom de la ville, c'est très peu crédible. Ça se trouve je suis à Amsterdam et on a le droit. Là peut-être je suis à Amsterdam, on a le droit. Mais non, en vrai, ça sert à rien de se droguer. Déjà si tu as été ne serait-ce que 1% convaincu que l'alcool c'est pas ouf, la clope c'est pas ouf, normalement le cheminement va naturellement vers
la drogue c'est pas ouf, notamment pour le système de récompense dans ton cerveau, tu sais, le système de dopamine qui va être déréglé, ça va dérégler tes hormones, sans compter les problèmes de schizophrénie à long terme. Imagine un peu à quel point ça te détracte, tu vois. Si genre tu as été convaincu un tout petit peu que la clope et ou l'alcool c'est pas ouf, imagine la drogue, genre la drogue c'est le grade au-dessus, tu vois. Donc bref, voilà quoi. La 13e règle, c'est tout simplement, ça peut paraître bizarre, mais depuis que je le fais, c'est plus que je me sens fier de moi et mieux, c'est lis des livres. Je te jure que tu te sentiras fier de toi. Moi, ma petite technique au début, c'est que je me forçais à lire une page par jour. Je me forçais le soir. En vrai, le soir, c'est dur. C'est pas forcément le meilleur moyen parce que quand tu es fatigué, tu as peut-être moins envie. Mais je me forçais à lire une page. Mais vraiment, une page, ça peut paraître ridicule, mais quand tu n'as jamais lu de ta vie ou que tu lisais juste quand tu étais petit ou quoi, une page, déjà, c'est colossal et bravo à toi. Après, tu passes à 2 pages. Moi, actuellement, je me dis toujours, je lis 2 pages par jour, quoi qu'il arrive. Mais des fois, j'ai enfin acquéri le stade, et ça a pris très longtemps, où je me laisse embarquer à me dire, ok, je lis plus que 2 pages et tout. Mais déjà, rien que lire 1 ou 2 pages, tu te sentiras fier de toi parce que tu as lu et en vrai, ça t'apporte vraiment beaucoup de choses. 2 pages par jour sur 365 jours par an, ça fait beaucoup plus que 2 livres par an, t'imagines? Tu passes au-dessus de la moyenne des gens puisque tu lis plus d'un livre par an, tu vois? Genre, tu passes de pas lecteur à lecteur, voilà, tu lis des livres. Et en vrai, je te jure, ça améliore tellement la façon dont tu vas parler aux gens, la façon dont tu vas comprendre les gens. Il y a des mots que tu vas mieux comprendre. En fait, quand tu connais bien un mot, par exemple un mot que tu aurais deviné, comparé à un mot que tu connais bien parce que tu le lis, bah, tu vas beaucoup mieux l'entendre. Le fait de le connaître, quand quelqu'un le dit, tu vas mieux le comprendre, l'entendre, tu vois. Tu vas mieux aussi t'exprimer, je te jure, et puis même s'exprimer bien. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que c'est la mode de s'exprimer un peu comme je sais pas, comme un gars qui en a rien à foutre, tu vois, comme un branleur, comme un gars de cité ou quoi. Je mets bien les guillemets puisque on l'a vu sur ma chaîne, en fait, il n'y a pas de cliché sur les cités, chacun est différent, chaque personne a sa personnalité, tu vois. Mais en fait, bien s'exprimer, ça change tout. Même les gens qui pourraient dire, putain, si je commence à parler soutenu avec eux, ça va mal se passer parce que ça sera pas cool pour eux. En fait, c'est pas vrai. Ils vont juste trouver ça normal et trouver ça agréable de discuter avec toi parce que tu sauras bien communiquer. Et il y a plein d'autres avantages que tu imagines bien, que je ne peux pas citer ici puisque je suis dans le flot de la conversation. Je les ai oubliés, tous ces détails. Alors, bon là j'ai pas compris dans ma liste ce que j'ai fait. J'ai dit la nature humaine est égoïste. Je l'ai déjà dit ça. Et ensuite, j'ai mis un autre truc. J'allais le lire, mais je peux pas le lire. C'est trop visé envers un pote. Et quand tu vas voir cette vidéo, ça va être la merde. Donc, je le dis pas. Il n'y a pas de 15 dans cette vidéo. Donc, c'est l'occasion de mettre un bonus. Allez! Premier bonus, c'est le monde n'évolue pas si vite que ça. Est-ce que toi aussi, tu avais la pensée de te dire, attends, là, dans 10-20 ans, les voitures vont voler, l'intelligence artificielle sera dans notre cerveau, plus personne n'aura besoin de travailler, c'est les robots qui auront pris le contrôle. En fait, pas du tout. Pas du tout. Quand on voit dans le passé, regarde un peu les archives INA et tout, tu vas voir que rien ne change. En fait, ça évolue très peu. Par exemple, il y a 20 ans, les voitures d'il y a 20 ans comparées aux voitures de maintenant, en fait, on pensait qu'elles seraient autonomes aujourd'hui. Il y a 40 ans, on pensait qu'elles voleraient. Il y a 20 ans, les voitures, c'est pas du tout le cas. On sait que dans 20 ans, elles voleront pas les voitures, même si on pourrait imaginer. Non. En fait, la vie, c'est vraiment un cycle, tu vois. Il y a les crises énergétiques, il y a les crises au niveau de la nourriture. On l'a vu avec des sujets récents. Et en fait, les choses évoluent pas tant que ça. En fait, on a vraiment l'impression que, par exemple, si tu regardes un ordi d'il y a 20 ans comparé à un ordi d'il y a maintenant, oui, ça a beaucoup évolué, mais en soi, on fait à peu près les mêmes choses sur un ordi. Oui, les téléphones ont beaucoup évolué. Ouais, ça, j'avoue, le téléphone, c'est le contre-exemple. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Avant, tu avais juste un truc avec quelques chiffres et tu pouvais envoyer des textos, mais c'était laborieux et tout. Donc, pas de complexe en ça. Tu as le temps. Ta vie, tu vas pouvoir la passer tranquillement. Tu vas pas te faire dépasser à la première occasion venue. Vis ta vie, continue à te renseigner tranquillement, mais tu vas pas te faire remplacer tout de suite. Et ça, je te le dis. Ah ouais, la 16e règle, si on entend souvent parler de la luminothérapie, ça tombe bien, c'est pas du tout ce que ce point va te raconter. Il va juste te dire de bien gérer ta lumière au réveil et à l'endormissement. C'est pas compliqué, à l'endormissement, il faut le moins de lumière possible. Moi, par exemple, j'adore regarder la télé, enfin YouTube, avant de m'endormir. Plutôt des reportages calmes, style Arte et tout. Ça marche trop bien. En fait, tu peux t'endormir devant la télé et tout. Je dis pas ça, hein, je dis pas le contraire. C'est vrai que normalement, il faudrait pas d'écran 2-3 heures avant de s'endormir et tout. Mais bon, c'est dur à faire, c'est chiant, ça donne envie de crever. Autant vivre un peu. Non, ce que tu peux faire, tu peux régler ta télé pour diminuer la luminosité, mettre sur ton iPhone, normalement c'est quasiment, je suis quasiment sûr que c'est déjà fait, même sur ton téléphone Android ou quoi, quelque chose qui diminue la lumière bleue, donc le filtre jaune-orangé là sur ton tel. Et puis surtout, faut pas oublier que faut baisser la luminosité. Par exemple, dans ma chambre, j'ai installé la lumière que j'utilisais, j'ai installé une ampoule hyper faible
en luminosité, tu vois. En plus, si c'est toi qui payes ta facture d'électricité, ben, tu seras content, ça consomme moins, tu vois. Tu commandes des ampoules de 1 watt sur Amazon qui sont de couleur jaune orangé parce que oui, le soir, il ne faut pas de lumière trop bleue, donc trop blanche. Il faut vraiment des lumières très très jaune orangé. En plus, c'est très stylé, ça donne un mood franchement trop cool. Un peu de mood de bougie. T'éclaires pas à la bougie, hein, c'est pas la peine, hein, vraiment, t'emmerdes pas avec ça. En plus, ça rejette des trucs dans l'air et tout, les bougies, je te jure, c'est pas ouf. Vraiment, lumière très très faible le soir. Évitez voilà, d'allumer les lumières en grand, être exposé le moins possible à beaucoup de lumière. Donc, baisser la luminosité de tout ce que tu peux. Quitte à changer tes luminaires, ça change la vie, vraiment. Et le matin, c'est l'inverse. Il te faut beaucoup de lumière. Dans la première heure suivie de ton réveil, il te faut l'équivalent de 10 000 lumens. Donc, tu peux acheter des lampes en conséquence. Moi, c'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté un petit panneau lumineux sur Amazon qui fait 15 000 lumens pour être sûr d'en avoir au moins 10. Que je me mets comme ça en face de moi. Je ne sais pas s'il faut le regarder en face ou pas, donc je le fais un peu ou quoi. Et en fait, rien que le fait d'avoir beaucoup de lumière, le mieux, c'est de sortir dehors. T'imagines, dans la première demi-heure, tu sors dehors quand il y a un peu de soleil. Pas de lunettes de soleil, surtout pas regarder le soleil en face, ça fait mal, mais tu sors 5-10 minutes, je te jure que le lendemain, tu vas t'endormir tout seul comme un bébé. Tu vas avoir envie de t'endormir d'un bon sommeil réparateur, tranquillement, sans avoir forcément en fait de troubles du sommeil, quoi. Ça t'aidera vraiment à t'endormir, c'est un truc de dingue. Donc si tu veux faire le max du max, beaucoup de lumière dans la première demi-heure suivant le réveil. Donc bien sûr, on ouvre au max, on allume au max les lumières si on ne veut pas acheter le panneau LED. Et puis surtout, tu mets toutes les lumières. Genre, tu peux t'installer un max de lumière à côté de toi, ouvrir le volet, aller dehors, aller marcher dehors le matin un petit peu et ça va changer ta vie. Beaucoup de lumière, ça va t'aider à t'endormir puisque le cerveau est réglé pour en fait agir en fonction de la lumière qu'il y a dehors, tu vois. Donc ça va t'aider de ouf. Je rentre pas trop dans les détails volontairement parce que ça peut être chiant. Alors j'ai remarqué, mais ça va être porté à confusion. Mais comme c'est ma vidéo, c'est moi qui choisis, c'est moi qui dis. La règle suivante, c'est reste dans une grande ville. Si tu veux évoluer professionnellement, rencontrer un maximum de gens, voir des meufs et tout, ou des mecs, c'est vraiment plus facile dans les grandes villes. Oui, c'est complètement vrai. Dans les grandes villes, il y a plus de monde, plus de gens, plus d'emplois. Donc, c'est vraiment un boost. Après, si tu aimes la campagne et tout, genre comme moi, mon idéal, c'est d'être 2-3 jours par semaine à la campagne, le reste du temps dans une grande ville. Donc, la ville, oui, c'est vrai, c'est pas, surtout Paris, c'est pas du mytho. Tu as plus d'opportunités professionnelles si tu galères un peu là où tu es et tout, parce que tu rêves d'avoir des jobs un peu différents, un peu plus haut niveau. Bah ouais, le fait d'être en ville, ça va te booster, te dynamiser, t'apporter de tout, des contacts comme de la quantité dans tes relations, ce qui te permettra de choisir et de mieux gérer ton destin. Et la 18e chose que j'aurais bien aimé savoir avant, c'est que tu peux manger n'importe quoi, mais il faut pas le faire. C'est-à-dire que moi, je voyais pas trop de diff sur mon corps suivant comment je mangeais. Je restais à peu près skinny fat. Même pas trop fat non plus, donc ça m'encourageait à manger n'importe quoi. Mais en fait, pour avoir fait le test de maintenant manger sainement, bah ouais, tu es beaucoup plus en forme et surtout, tu as vraiment un bien meilleur corps en mangeant des choses bien. Et surtout, la clarté mentale que tu gagnes, ton cerveau est beaucoup plus clair, tu as beaucoup plus envie de rigoler, tu as beaucoup plus de bonheur, j'ai l'impression. Voilà. Donc en fait, ça a des conséquences de mal manger et des conséquences bien plus lourdes que ce que tu pourrais imaginer. Ce qui est ouf, c'est que, imaginons si tu manges pas trop bien, ne serait-ce que d'améliorer que de 1% ta nourriture, et puis après tu réaméliores de 1% un peu plus tard, bah déjà, la différence que tu vas gagner, tu vas être trop fier de toi et ça va t'encourager à continuer. Donc voilà, tout ça pour dire que la moindre petite différence que tu vas faire dans ton alimentation aura un impact positif. Voilà, faut le voir comme ça. Faut pas le voir en mode je suis une merde, je mange mal. Faut le voir en mode bah si je me mets à bien manger, bah, ça sera dingue pour ma santé. Ah ouais, alors celle-là, elle est dure à faire. Je pense que personne peut y arriver. La règle suivante est hyper dure. Personne peut y arriver. C'est ne critique pas les gens, mais accepte la critique. Un truc de psychopathe. Genre en mode toi tu peux pas faire, mais les autres doivent le faire sur toi. Ça n'a aucun sens. Mais ouais, en fait, les gens, en vrai, critiquer les autres gens dans leur dos et tout, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça rapproche les gens entre eux. Mais trop le faire, ça a des conséquences lourdes. Je parle pas forcément de ça parce que moi en ce moment, je change beaucoup de choses dans ma vie. Je peux pas tout changer dans ma vie, donc critiquer les gens dans leur dos et tout, j'ai toujours été très critique dans le dos des gens, ça c'est un problème. Mais pour l'instant, je continue un peu. Surtout, j'essaye d'abord d'accepter la critique. C'est-à-dire quand on me critique et tout, j'essaye d'être sincèrement intéressé par savoir ce que les gens pensent parce qu'en général, quand tu es critiqué sur une chose, ben, les gens n'ont pas si tort que ça. Et puis surtout, quand tu es critiqué sur une chose, de face, quand les gens te disent de face quelque chose, c'est que dans ton dos, ils ont dit bien pire. Ils ont dit 10 000 fois pire. Alors, est-ce que les gens, quand ils critiquent dans le dos, ils pensent vraiment ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils exagèrent pas un peu? Ça, c'est complètement vrai. Moi-même, qui étais en très critique, je sais que j'exagère. Et dans le flux du mouvement, de la conversation, de la hype du moment, oui, ça critique à balle.
Mais c'est pas grave, faut en prendre conscience. Donc accepter la critique, ça permet de s'améliorer, évidemment, même si c'est dur à faire. Et puis surtout, tout le monde a envie de critiquer tout le monde. Et surtout, les gens, comme ils sont assez égoïstes, ils se voient comme bien meilleurs que ce qu'ils sont. Moi le premier. Donc du coup, ils n'acceptent pas la critique. Je sais pas pourquoi les gens ne veulent pas entendre que c'est de leur faute. Ils veulent entendre que c'est de la faute de tout le monde sauf eux, que c'est de la faute de tout le temps de ce qui est externe. Même quand tu es dans une situation de merde que tu as créée, tu te dis « Ah, c'est la faute des autres, c'est pas moi ». Et c'est pour ça que maintenant, j'aime faire, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, j'aime faire les choses par moi-même parce qu'au moins, j'ai personne sur qui rejeter la faute et je peux apprendre bien plus vite et justement accumuler ce savoir sans me dire « Ok, ça, tout ce qui s'est passé dans mon passé, je ne peux pas savoir vraiment si c'est utile parce qu'il y a eu telle autre personne qui a œuvré négativement ». Mais là, non, c'est plus le cas. Et voilà, bref. Suivant, la règle numéro 20, ne fais pas de crédit à la consommation. Il faut faire gaffe à vraiment acheter des choses dont on a seulement besoin et le crédit à la consommation va te permettre de te dire « Ah, mais putain, cet objet là, j'ai vu l'exemple aberrant. Ah, cet arbre à chat là, un arbre à chat hyper cher. Putain, il est cher et tout. » Mais en fait, les magasins, ils mettent bien en avant que tu peux le payer en 4 fois ou plus même. Donc, c'est un crédit à la consommation, quoi. Et du coup, tu te dis « Ah bon, ça va, je paye que 200 € aujourd'hui. Puis après, je l'aurai. Et bon, les mois d'après, je sais que j'aurai un salaire. Donc, je pourrai à nouveau payer ces 200 balles pour payer l'intégralité de mon arbre à chat. » Mais en fait, est-ce que ton chat a vraiment besoin de cet arbre-là ? Genre en mode, est-ce que on n'a pas un peu rien à foutre? Puis est-ce que, j'allais dire, est-ce que t'as bien fait de prendre un chat? Oh, le sujet glissant de ouf. Ah, le taré! Moi j'ai deux chats. J'avoue, je les aime plus que tout. Il n'y a pas de délire là-dessus, pas de soucis. Voilà. Non, mais en vrai, il y a beaucoup d'objets que, voilà, par exemple, voilà, il y a beaucoup l'exemple qui est critiqué, c'est la télé, avoir une meilleure télé et tout. Perso, enfin, t'as pas besoin. Moi, je suis créateur de contenu, je suis amoureux de l'image, j'ai des caméras cinéma, mais j'ai même pas d'écran 4K. Mais en fait, si tu gardes tes vieux écrans, tes vieilles télés, bah ça suffit. Tu vois pas la diff. Vraiment, être obsédé par vouloir cette qualité-là qui t'a payé, c'est peut-être un peu dommage. C'est peut-être un peu dommage. Moi, je suis fervent et je te jure, ça m'a changé la vie. Fervent de se dire, ce qu'il faut, c'est se contenter du minimum. Se contenter du nécessaire, comme le chantait dans une chanson Disney, un certain personnage. En fait, je me rends compte que là, vaut mieux que tu me crois. Parce que si je commence à vouloir expliquer et étayer, en fait j'en ai pour des heures et ça sera chiant et long. Et j'aimerais que tu te fasses ta propre raison de pourquoi c'est bien de consommer le moins possible, d'acheter juste ce qui est nécessaire. Et si tu arrives à te trouver une ou deux raisons, tu vas vite comprendre pourquoi faire un crédit à la consommation, c'est pas ouf. Moi, je suis plus fervent de économiser et s'acheter parce qu'en fait, c'est beaucoup plus douloureux d'économiser que une fois que tu as un crédit, en fait, oui, c'est douloureux de le payer. Mais dans tous les cas, tu n'as pas le choix de le payer, donc tu vas te démerder à le payer. Et du coup, ça va peut-être te couper d'autres choses. Alors que si tu as économisé, tu as vécu la douleur d'économiser et par conséquent, tu sais ce que cet objet te coûte, tu vois. Tu as beaucoup plus conscience de qu'est-ce qui te coûte réellement cet objet. Donc ça permet aussi d'en acheter moins et peut-être de garder de l'argent pour éviter d'être dans des situations de merde plus tard ou même investir, tu vois. Ah ouais, la 21, elle est très liée à la fonction d'avant, c'est ne loue pas ta voiture. Fais juste le calcul de ce que ça va te coûter en la louant, puis surtout les concessionnaires et tout savent très bien que quand tu vas rendre ta voiture, elle sera pas nickel et ils vont trouver des défauts et grâce à ces défauts-là, ils vont te facturer très très cher les retouches carrosserie dont la voiture aura besoin avant de te la reprendre. Donc voilà, quand je dis location, c'est la LDD, la location longue durée. Non pas forcément de location, tu es en vacances, tu as besoin d'une voiture, ouais, loue-la. En vrai, tu veux te faire un kiff, tu loues une belle caisse, bah ouais, c'est grave un bon kiff. Pareil, attention, ça coûte très cher, tout le monde le sait. Donc voilà, ça c'est différent. Moi je parle vraiment, là le sujet actuel, c'est pas ces locations courte durée, c'est vraiment aller dans une concession, louer une voiture qui finalement, voilà, tu vas avoir une voiture qui est au-dessus de tes moyens parce que tu ne l'auras pas acheté, tu auras le leasing tous les mois et ça sera bien plus cher que si tu as une voiture à peu près économique, que tu contrôles toutes les dépenses de cette voiture, que tu l'auras acheté en fonction de tes besoins, donc sans doute d'occasion et tout, ça va te revenir moins cher. Parce que le problème de la location aussi, de la LDD, c'est que tu vas louer soit une voiture très récente, soit neuve. Donc du coup, effectivement, la location, le prix de la location mensuelle sera indexé sur le prix initial du véhicule, même s'ils vont te donner l'impression que non, que c'est une super offre. Mais en fait non, parce que du coup, tu vas te retrouver avec une voiture quasi neuve, voire neuve, alors que de base, tu n'aurais jamais acheté une voiture neuve parce que tu en estimes que tu n'as pas les moyens. Si tu estimes que tu n'as pas les moyens d'avoir ce véhicule neuf, pourquoi tu l'as en location? Pourquoi tu l'as en location? C'est bizarre, c'est pas possible. Si tu n'as pas les moyens de l'acheter, tu n'as pas les moyens de le louer non plus. Mais en fait, vu que tu vas le louer, tous les mois, tu vas voir, il y a une quantité de thunes qui va partir assez impressionnante.
et il y a moyen que tu regrettes. Ça revient très très cher. En fait, il y a un espèce de biais cognitif et c'est pour ça que j'ai mis cette règle-là qui va te donner l'impression que ça va, c'est ok, mais en fait non. Ce biais cognitif va te donner l'impression que c'est pas si cher que ça de louer, mais en fait si, c'est très cher. C'est très très cher et tu vas avoir l'impression que c'est moins cher que la réalité. Voilà pourquoi je voulais donner ce conseil-là. Le 22, parce que ça m'est arrivé de ne pas en avoir et c'est vraiment la merde quand on n'a pas, c'est toujours avoir des économies. Voilà, il faut toujours avoir en sorte d'avoir de l'argent de côté. Tu sais très bien pourquoi faire parce que dans la vie, il y a toujours des petites galères. Voilà. Ah ouais, le 23, là on rentre dans un sujet triste. Là on rentre dans un sujet hyper mélancolique. Passe plus de temps de qualité avec tes grands-parents. Voilà, ils sont pas éternels. Ça me fait mal de le dire parce que moi j'ai plus de grands-parents malheureusement. Et est-ce qu'il y a du regret en moi? Je ne veux pas avoir ce regret, je me voile la face et c'est peut-être pour mon bien. Il y a des moments, j'ai eu passé des moments de qualité avec mes grands-parents et c'est des souvenirs mais impérissables et des souvenirs trop bien que je veux que toi aussi tu l'aies si tu en as encore la possibilité. Quand je vois des gens comme moi de 27 ans qui ont toujours leurs grands-parents et tout, je me dis waouh, bah en vrai c'est la chance. Et puis ils ont tellement d'expérience ces gens-là qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Rien qu'à les écouter, c'est comme regarder un bon film, mais là, c'est non seulement tu le vis, mais non seulement il fait partie de ta famille, et non seulement c'est ton histoire, ton fondement, tes grands-parents, c'est toi un peu, puisqu'ils ont, enfin voilà, c'est ta famille. Donc, si tu peux, fais ça. Je t'autorise exceptionnellement à quitter cette vidéo pour les appeler, leur envoyer un SMS. Même un SMS leur fait plaisir, mais vraiment, vas-y, programme un rendez-vous avec tes grands-parents juste pour kiffer, tu vois. Alors, la règle 24. Attention, je ne vais pas blâmer les réseaux sociaux en disant que ça te nique ta concentration. J'en suis pas convaincu. Je pense sincèrement que les réseaux ne tuent pas la concentration parce que je me suis renseigné sur le sujet. Globalement, il y a des études qui prouvent l'inverse, que ça ne change rien sur la concentration. Non. Par contre, les réseaux sociaux, et c'est là où c'est dommage, ça ne te permet pas d'évoluer, c'est comme si le temps s'évanouissait. Il y a un mécanisme dans le cerveau qui fait que, on parle souvent de cette dopamine, ce mécanisme de récompense, mais aussi ce mécanisme de léthargie. Ton cerveau va beaucoup moins réfléchir face aux réseaux sociaux et va vachement se laisser embrigader dans une passivité, dans une oisiveté qui fait que les mécanismes de la mémoire vont pas rentrer en jeu. Donc en gros, tu vas scroller et tu vas te souvenir que très peu. Moi, c'est ce qui se passe. Je scrolle pendant des heures et je me souviens très peu des choses. Des fois, j'utilise les réseaux pour m'inspirer. Je sais que je suis obligé d'enregistrer les vidéos. Quand je les revois, je me dis « Ah mais oui, putain, je sais, je connais et tout. » Mais sinon, là, de mémoire, j'ai enregistré des passages de vidéos là que j'ai envie de m'inspirer, ne serait-ce que des designs et tout visuellement. J'ai une mémoire très visuelle, tu vois. Bah en fait, je peux pas me souvenir. Mais dès que je vais les revoir, je vais avoir l'impression que je les ai pas oubliés. Mais en fait, si, je les ai oubliés. Là, je suis incapable de m'en souvenir. Et donc, du coup, le problème, c'est que ça, pendant ce temps que tu es sur les réseaux, bah, t'évolues pas. Tu gagnes pas en compétences. Et on le voit chez les jeunes enfants, ils ont des retards de langage. Pourtant, c'est pas logique. Pourquoi ils ont des retards de langage? Les vidéos, c'est que du langage, c'est que de la voix, c'est que de la parole. Donc, ils devraient être hyper forts en langage, puisqu'ils entendent du langage beaucoup plus que des enfants qui restent peut-être un peu plus passifs ou à jouer. Là où finalement, il n'y a pas de parole. Quand tu joues au Lego, les Lego ne parlent pas. Mais en fait, la raison, c'est simple. Tu ne te souviens pas. Tu as l'impression de te souvenir, mais tu te souviens très peu. Donc, c'est du temps que tu prends et que tu mets à la poubelle, que tu perds. Dommage. Voilà, maintenant que tu sais, tu peux consommer mieux, tu vois. Soit tu consommes quand même et comme tout le monde et tu kiffes quand tu consommes et tu as conscience, donc tu essayes de réduire, soit tu sais déjà, c'est cool. Il en reste très peu, puisque on est à la 25. Il en reste que 3 et du coup, il est temps de passer au dernier bonus. Et je dois te dire, la 27, elle est cool, elle est longue. Je le vois sur mon tel, elle est longue. Est-ce qu'elle est bien ou pas? Je sais pas, mais je pense qu'elle est bien. Donc avant, je passe à la bonus. La chose bonus que j'aurais aimé savoir avant mes 27 ans, c'est tu peux manger le même repas tous les jours. C'est d'ailleurs très efficace. Ouais, t'emmerdes pas à chaque fois inventer un repas et tout. Fais-toi un repas type. Moi, tous les midis, excepté le dimanche en famille, je mange le même repas. Je sais quoi faire, quoi sortir du frigo, quoi machin. Et je te jure, maintenant, j'arrive à le préparer à une vitesse extrême. Ça me libère de l'esprit. Le repas, il a été calculé pour être sain pour moi, pour aussi me rassasier, tu vois, j'ai pas faim après, pour se sentir bien, pas en hypoglycémie, pas en ce que tu veux. Voilà, et c'est pas un truc de psychopathe. Ton corps va pas avoir envie de vomir, tu ne vas pas être dégoûté de ces aliments-là. Tu peux complètement le faire. Mais il faut juste le faire pour se dire, ok, c'est beaucoup plus simple. Puis moi, je le fais dans ma diète pour la muscu aussi, donc pour moi, c'est très très essentiel de le faire et c'est ce que beaucoup de muscu le font. Faut aller à l'essentiel, faut aller au plus simple. Si ça te fait chier de faire à manger et tout, ça t'évitera les jours où ton repas sera pas équilibré. Là, l'avantage, c'est que tu auras un repas équilibré qui va te prendre moins de temps à fabriquer qu'un repas pas équilibré et qui va te convenir puisque tu peux prendre du temps à l'élaborer une première fois et après tu gagnes un temps de folie. Voilà. Bah attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Là, je crois que je vais encore en sauter une, j'ai pas compris. J'ai écrit, t'as pas beaucoup de temps là, même si la vie c'est très long quand même.
Peut-être que c'est un truc que je pense, c'est que là, tu as l'impression que tu n'as pas beaucoup de temps, que le temps t'est compté, ou pas, en fait, du coup, j'en sais rien, parce que je me rappelle plus ce que j'ai écrit. Mais c'est vrai que l'air de rien, ça, je voulais le dire dans cette vidéo, donc je sais pas la première partie de la phrase, du concept, mais ouais, en fait, l'air de rien, la vie, c'est long, t'as le temps de faire les choses. Mais à la fois, t'as pas le temps. Donc, peu importe le complexe que t'as, décomplexe. Je crois que c'est ça que je voulais dire dans le fond. Ça, c'était la conclusion, donc prends la conclusion, kiffe, le reste... Et désolé pour celle-là. Ah ouais, alors il y en a une là, putain, je crois que j'y arrive toujours pas, mais je crois que c'est la meilleure de la vidéo, la 26. Apprends à dire non. C'est hyper dur de dire non aux gens. Quand les gens veulent quelque chose et essayent de t'en convaincre en te manipulant, ben ouais, comment dire non? Mais une fois que tu as dit non, ben, tu deviens maître de ton planning, tu deviens maître de ta carrière, tu deviens maître de ton bonheur et de tes habitudes. Donc, comment faire, je sais pas. Comment dire non, je sais pas, mais une fois que tu as dit non, le bonheur que ça t'apporte et le temps que ça te donne et l'énergie que ça te rend et l'argent aussi ça te rend, hein, parce que l'air de rien, se déplacer, ce machin, ça peut coûter de l'argent et perdre du temps, ben, c'est du temps que tu n'as pas pour toi. Donc oui, tu peux être généreux avec les autres, leur donner ton temps, c'est cool à faire et c'est d'ailleurs une manière où tu vas apprendre beaucoup de choses, on le verra dans la vidéo prochaine. Le fait aussi de dire oui à des opportunités et tout avec des gens, ça te permet de plein de choses, tu verras, tu vas comprendre avec le titre de la prochaine vidéo. Mais voilà, dire non, il faut vraiment que tu sois maître de ton propre destin, c'est facile à dire, difficile à faire, mais la première, le niveau 0, hein, c'est de dire non. Et la dernière règle, qui est cool, c'est... Ouais, j'avais peur d'être moralisateur dans cette vidéo, donc je pense que la dernière, je l'ai voulu un peu plus cool. C'est juste profite du moment, surtout en couple. Mais en vrai, là, avec le recul, même pas que en couple. Parce qu'en fait, voilà, le truc que je voulais dire pour le couple, c'est essaye d'être heureux au moment présent, de pas toujours voir plus loin, de se dire ok, là, maintenant, tout de suite, on fait ça, c'est cool, qu'est-ce qu'on fait après? Oh tiens, il y a ça, là c'est cool, mais il y a ça comme problème, il y a ça qui me gave. Non, pense juste au moment présent. Et vu que la personne avec qui tu es en couple en face, et en fait, ce qui l'intéresse, c'est elle-même, pourquoi pas se dire, bah, dans tous les cas, juste je vais lui offrir un moment de qualité en étant dans le moment présent et en kiffant et en étant positif. Et ça, c'est ça qui va réellement rendre la personne accro à toi, puisque tu seras sa bouffée d'air frais, son bonheur. Mais sinon, de manière plus générale, des fois, je me force et franchement, je crois que c'est cool. Surtout quand il y a un rayon de soleil, je me dis, ah ouais, en fait, là, le moment, il est cool, regarde. Là, je suis au skatepark, il y a ma planche, mon skate, bon peut-être je vais me casser la gueule dans 2 minutes, je vais me faire très mal, mais dans tous les cas là je suis content, je suis en train de rider, je prends des sensations, je fais ce que j'aime faire. Et puis voilà, pareil, des fois tu te dis ah putain regarde là je suis en train de faire ça sur mon ordi, putain c'est une tâche que je kiffe quand même. Donc toujours prendre le temps, prendre le recul, sortir de son corps et se dire ah putain je kiffe le moment présent, voilà. J'espère que tu as kiffé les moments que tu as passé à regarder cette vidéo. Je reviens très vite avec une nouvelle vidéo. Merci à toi d'avoir regardé jusque là, ça me fait très plaisir. Comme tu l'as vu, il y a eu très peu de montage sur cette vidéo, c'est normal, j'essaye d'être très naturel. Et voilà, le but c'est de dire les choses telles que je les pense quoi. À bientôt pour une prochaine vidéo.